KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Vous avez publié quelques articles d'exégèse, dit Augustin après un instant de silence. Comme réveillé en sursaut, l'abbé le surveilla d'un méticuleux, singulier et rapide regard, composé de moments d'attention infiniment prompts, séparés par des temps inertes, paraissant rechercher dans l'interlocuteur les affleurements d'une pensée cachée et, la seconde d'après, laisser croire qu'il n'avait jamais eu ce dessein. Oui, fit-il à la fin, dans la revue du clergé, n'est-ce pas ? Comment l'avez-vous su ? Il n'y a là rien d'extraordinaire puisqu'ils sont signés de votre nom. Cette phrase si simple suscita le même coup d'œil complexe et instantané. Vous lisez la revue du clergé ? Demanda-t-il avec une curiosité presque aimable et assez pointue. Je m'occupe un peu de critique biblique, fit Augustin, saisissant l'opportunité, sans plaisir et plutôt par devoir, car l'abbé commençait de lui déplaire. Je serais heureux de m'en entretenir à l'occasion avec vous. Puis il attendit que l'autre offrit ses services. Mais l'ecclésiastique se contenta d'un bout de son sourire d'angle, tandis qu'il abaissait l'œil sur une chaussure où jouait son pied. Elle est fort à la mode. Depuis l'aventure moderniste, tout le monde s'en mêle, médecins, romanciers, agrégés de philosophie ou de mathématiques. Relevant le regard sur Augustin, avec une acrimonie soudaine et goguenarde, « Et avec quoi la ferez-vous » ? « Comment ? Avec quoi ? Je veux dire, êtes-vous assyriologue ? Hébraïsant, orientaliste ? Vous savez l'allemand sans doute, et peut-être l'anglais, mais tout le reste n'y est pas inclus. » Augustin vit venir l'attaque avec stupeur. Il se rappelait la rebuffade du cousin Jules sur les prairies du Grand Domaine. « Ah, c'est curieux, pensa-t-il. Je croyais qu'il n'y avait personne à attaquer. En tout cas, il ne convoite aucune montagne. De quel danger se défend-il ? En même temps, sous le sarcasme, il ajustait tant bien que mal sa réponse. Je ne suis pas spécialiste, mais j'estime Carnac, Holzmann, Loisy écrivent pour toute intelligence normalement cultivée. Et qu'est-ce qui vous attire à la critique biblique ? Elle n'est au programme d'aucune agrégation ? Mon Dieu, fit Augustin, qui avait eu le temps d'assembler un grand calme hostile, je pourrais vous dire qu'elle figure à mon programme de chrétien. J'aime mieux répondre qu'elle est une partie de ma culture, que l'agrégation en est une autre, qu'il en est d'autres encore dont je crois inutile de vous parler, qu'il n'existe, entre toutes ces parties, aucune incompatibilité, et surtout que je ne vois, du moins pour un laïc, d'autres limites à l'activité intellectuelle que celles qui naissent de sa propre portée. Un peu prud'homesque peut-être, pensa-t-il. Mais ça m'est égal, il y a des chances pour que ça lui paraisse nouveau. Il craignit de l'avoir piqué, mais quand il le connut mieux, il comprit qu'assez peu sensible à ce qu'on appelle délicatesse, il connaît et recevait ces sortes de blessures comme des bourrades sur les planaises. Sa physionomie demeurait inchangée. Il continuait de garder, sous son même petit sourire narquois, une défensive impénétrable. « Il y a encore, répliqua-t-il, la santé, l'obligation de gagner son pain, les directions initiales de carrière, je suppose aussi une bonne circulation cérébrale, que d'autres limites à l'intelligence, sans compter l'autorité ecclésiastique. L'autorité ecclésiastique ne peut demander à ses fidèles qu'une totale sincérité. Dieu a choisi de passer par nos intelligences, par la mienne, par la vôtre, par toutes les intelligences normales et non gênées. Certes, dit l'abbé d'une voix plus inerte et conventionnelle que s'il parlait de la pluie et conseillait de prendre un parapluie quand elle menace. S'étant approché de son bureau, sa main commença de dessiner mécaniquement des hachures au crayon. Mais déjà Augustin levait
s'excusait du temps, certainement précieux, qu'il venait de lui faire perdre. Lorsque l'abbé vit son visiteur près de partir, une sorte d'amollissement pénétra ses défenses. Il déploya une amabilité dont l'inattendu et l'immédiat prirent place parmi les autres étonnements d'Augustin. Il parut remonter très loin dans ses dates, retrouver quelques ressemblances perdues avec le prestolet osseux du grand séminaire, pourvu d'une charpente encore mince et d'une ingénuité qui lui avait passé. « Vous partez déjà ? Mais je vous reverrai ? La première fois qu'on se voit, on se connaît bien peu. On ne sait trop que se dire. » Des plissements maintenaient entre guillemets sa forte bouche. Juste à ce moment, une cloche sonna dans quelques clochetons tout proches. On entendait les frottements ascendants et descendants de la corde. L'abbé écoutait, l'œil incertain. Il finit par se diriger vers un rayonnage et revint porteur de livres. « Ah, vous voulez faire de la critique biblique », reprit-il avec cet air admiratif et railleusement protecteur, qui paraissait chez lui l'une des formes habituelles de la bonne humeur. « Tenez, voici Brassac, qui vient de paraître et n'est peut-être pas encore dans les bibliothèques. Très commode, orthodoxe comme de juste, point de vue orthodoxe. D'ailleurs, vous le verrez bien. Quant aux autres, Jacquier, Lagrange, Arnac, Loisy, on les trouve partout. Je les ai. Je ne peux guère me dessaisir de l'Ankommentar d'Olsenmann, dont je me sers tout le temps. Mais vous savez où le prendre. Quant à la revue d'histoire et de littérature religieuse, elle est à votre disposition. Jusqu'à sa mort récente, dit-il, faisant allusion à la censure ecclésiastique qui l'avait frappé. Les livres me suffisent. Je n'ai pas le loisir de me mêler à la science qui se fait. Elle renferme, fit l'abbé, de bons articles. Il manipulait des tirages à part avec complaisance et indécision, comme lorsqu'il écoutait les frottements de la corde. Mathurin Loubidou, l'idée de Messie et les prophéties messianiques. Mathurin Loubidou, de la vraie signification de l'Alama d'Isaïe. C'est un pseudonyme, sans doute. L'abbé haussa les épaules pour signifier l'incertitude. Du même mouvement, ses sourcils, ses yeux, ses lèvres et tous ses traits parurent tirés vers le haut. Naturellement, point de vue rationaliste, Loubidou vous montrera ce qui se fait en France. Il n'y a pas que Loisy, il a peut-être de la finesse, lui aussi, sous son air bonhomme, le brave Mathurin Loubidou. Augustin lut encore Mathurin Loubidou, recension du livre de Patrice Leneveu. Pentateuque et Hexateuque, dans la collection des mises au point. Patrice Leneveu, encore un autre pseudonyme. Même haussement d'épaule, même incertitude narquoise. L'abbé tournait et retournait la brochure, contemplant successivement ces deux plats. Encore un qui a oublié d'être une bête. Patrice Leneveu, sous son air d'innocence. « Tenez, prenez-les donc, dit-il soudain en les lui fourrant dans les mains, d'un geste qui lui rappela le vieux mort aux puces. À ce moment, la cloche commença une courte volée qu'elle finit par des petits battements coléreux. Augustin remercia, reçut les livres, s'excusa et prit congé. Mais l'abbé parut ne pas s'en apercevoir. Debout, immobile contre sa bibliothèque, les deux bras plongés à fond de course dans ses poches longues, il fixait par-dessus la tête d'Augustin une descente de croix banale et bon marché, posée à plat contre la muraille. Augustin lui jeta un bref coup d'œil. Sur des yeux d'un froid bleu d'étain, provenant du cousin Jules, ses deux paupières venaient à la rencontre l'une de l'autre. Mais tandis que la paupière supérieure descendait sur l'œil à la façon normale de toutes les paupières, l'inférieure, organe de protection subsidiaire chez le commun des hommes, sans doute ici la plus mobile et la plus utilisable,
élevait avec lenteur devant le globe oculaire une sorte de tablier dédaigneux en peau extra souple, plissé et roux. Ainsi écarté de sa base habituelle, intouché, gardé des dangers, loin des contacts, comme un brahmane, un filet de regard fatigué et triste luisait entre les cils et se cachait à la fois. Tout cet ensemble exprimait un extraordinaire mélange d'autorité, de tristesse, d'extrême ruse et de rêverie, auquel le menton en galoche ajoutait du gauche et du paysan. Au seuil, il reprit l'expression confite et compassée qu'Augustin lui avait vue à 2 ou 3 reprises. Le devoir d'un bon catholique est de rester soumis à la Sainte Église, avec une grande sincérité. Toujours sincèrement soumis à l'Église. « Vous avez la permission de l'index, bien entendu » fit-il debout contre la porte. C'est sur ces mots qu'ils se dirent bonsoir. Quand Augustin se retrouva dans la rue, la pluie venait de cesser. Passants et voitures circulaient dans une noire humidité luisante. « Je n'ai rien à tirer de cet homme », pensa Augustin. La chambre brune et jaune accompagnait ses pas. Elle allait devant lui dans la nuit, peuplée d'un abbé qui élargissait sa soutane devant la cheminée et répétait « Mathurin Loubidou ». Le cousin Jules s'est bien compliqué en quittant ces montagnes. Tenté de fouiller d'un peu plus près ce caractère singulier, il se dit « À quoi bon ? Ce n'était pas Bourré qui l'intéressait. » De rares passants circulaient place Saint-Sulpice, autour de la fontaine, sur le terre-plein d'asphalte. Le désir le prit de monter à l'église. Une vaste porte fermée, en bois de chêne, bourgeoisement cossue, s'interposa entre lui et Dieu. Il s'enfuit vers l'entrée latérale, traversa un vestibule obscur et gluant qui sentait l'urine, pensa qu'il était peut-être tard, comprit que ce souci de l'heure ne marquait que le choc en retour de son désir de prière et qu'il éprouvait souvent en matière religieuse de poussées contradictoires. Un goût d'agenouillement et un besoin de fuite vers la liberté. Il regretta avec détresse la vieille colombe savante, de vaste culture et de très simple foi. Une voix qu'il trouva extrêmement belle chantait, accompagnée sourdement par un harmonium de tribune. Simple répétition musicale, hors de toute liturgie, la voix ne montrait ni faiblesse ni fêlure, rien qui ne fût beauté sonore et pureté, au double sens de ce mot, absence de souillure et homogénéité des sens. Il souhaita de balayer toutes les broussailles et tous les relatifs, ne connaître ni exégèse ni méthode historique, rien qu'un sentiment de Dieu dépouillé de tout le reste et pareil à ce chant. À son cours de Sorbonne, dans l'amphithéâtre Gerson, le philosophe R étudiait l'expérience religieuse, matière d'autant plus actuelle que la traduction du livre de James par Abauzit venait de paraître. L'amphithéâtre Gerson, encore neuf à cette date, était bondé, comme pour tous les sujets religieux, par l'auditoire d'étudiants et de mondains qui s'assemblent au grand cours de Sorbonne. Arrivé longtemps à l'avance, Augustin s'installa près de la chaire, sur l'un des 3 bancs réservés pour lesquels il fallait des cartes. Le mouvement des entrants qui cherchaient des sièges vides, d'incessants essais pour forcer les hautes fenêtres, les éclats de 100 voix inconnues, constituaient autour de lui une immense onde bruissante et anonyme, parfait isolateur. Augustin tira son masque-cahier de notes, posa sur la table son encrier de poche, se fortifia dans la pensée qu'il ne ferait pas les frais d'un stylo et écouta le bruit battre ses rives. R entra par la porte du fond, à peu près totalement perdu dans la boiserie. L'appariteur lui poussa la chaise, approcha de lui la carafe, abaissa le classique abat-jour de porcelaine verte et lança sur l'assistance, avant que de partir, un menaçant regard de militaire ou de douanier. Augustin avait entamé ce cours au début de l'année parce qu'il en espérait aide. Il ne le continuait plus à cause de quelques services qu'il pouvait rendre à ses études de licence et parce que R l'aimait beaucoup. R s'installa
édifia sa pile de livres, rangea des notes dont il ne se servait jamais. Sa nervosité inquiète se prépara à parler et une multitude de rapides grimaces parcouraient son pâle et subtil visage. La leçon rapprochait l'expérience religieuse de l'expérience scientifique dans la pensée de Pascal. Ingénieuse, riche d'érudition et d'histoire, elle offrait de précises analyses des significations pascaliennes en fonction de tous les contextes. Elle transportait l'idée de rigueur expérimentale, du monde physique au moral, et comparait la nécessité des précautions dans les deux sortes d'expériences. Elle y rattachait ingénieusement les théories de l'ambiguïté des preuves et des doubles interprétations où le cœur départage. Mais peu après, l'on tombait dans l'histoire, avec référence obligatoire aux prophéties. Augustin voyait grandir dans l'ombre la critique biblique depuis le début de la leçon. Il recueillait ses développements dans un sentiment de lassitude, d'où n'étaient pas complètement bannies les élations de sa vieille espérance. Selon son habitude, il se ménageait de grandes marges et notait au crayon des remarques nées au vol, dont beaucoup n'eussent pas été retrouvables. Au moment où R lisait la citation célèbre, on se fait une idole de la vérité même, la rapprochant de cet autre, Jésus-Christ dans une obscurité telle que les historiens l'ont à peine aperçue. Et tous les textes sur les Juifs charnels, il écrivit, transition aisée, facile homologie entre ce voile fait de leurs sentiments charnels et cette idolâtrie de la vérité, critique fidéiste de la connaissance, visant à y faire la part du cœur, rien ne me lasse davantage. À la portée de quiconque peut disséquer des concepts, disparaît devant le plus petit résultat positif de critique historique. Du moins, disparaît pour moi. Au-dessus de ce drame idéaliste et solitaire, joué dans l'âme d'Augustin, et peut-être d'autres auditeurs, l'architecte avait ménagé la place d'une fresque encore toute fraîche, debout près d'une classique mère Violette, un monsieur barbu, intelligent et laid, commentait des statues grecques archaïques, dressées sur le rivage dans leur blancheur calcaire, contre un riche azur doré. Pliant ses notes au milieu des applaudissements et des brouhahas, Augustin sentit qu'on lui touchait l'épaule. Il reconnut Vaton Verlaine. Autour de lui voltigeait cette barbe longue et pauvre où se transposait, dans le monde des poils, l'incertitude et l'infixité de sa vie. « Que fais-tu là, ô ami ?» dit le doux bohème en son lyrisme coutumier. Ils quittèrent ensemble la salle. Ils se frayèrent un chemin parmi les voitures de maître qui honoraient la sortie des cours. Des livres d'occasion moisissaient aux devantures, près d'hôtels pour étudiants, de constructeurs pour appareils de physique et d'un sombre couloir entre deux rues où s'ouvraient des porches anciens. À la vitre d'un café, une affiche manuscrite réclamait des joueurs d'échecs. « Je ne t'y convie point ?» demanda Vévé avec la douceur désarmée de jadis. « Non », fit Augustin assez sec. « Je t'accompagnerai donc dans les voies travailleuses. » Il désignait les rues qui menaient au Panthéon du geste vague dont il eût pu montrer la lune. « Il est une joie que tu méconnaîtras toujours, celle de frôler, sans les partager, de vulgaires joies, tandis que leur charme vil, nettoyé de réel, sollicite de trop bas notre austère cœur. » Pas mal, vieux Vévé, ce sont des gammes. Tournant vers le café son bras et sa barbe parallèlement lyrique, monologuant et s'essayant. « S'il me plaisait, je verserais dans cet asile le franc 50 quotidien de mes économies. Je connaîtrais l'onction des liquides roses, le rire cavalier des cafés-filtres, le tutoiement des demoiselles et la langueur de sentir ruisseler les minutes, et puis les quarts d'heure, et pourquoi pas les heures. Oh mon Dieu, sur des croupes de chevaux d'échecs, toutes ces joies. » Ici, Vévé s'arrêta net, puis reprit d'une soudaine voix enrouée. « Brutaliserait de hauts regrets et des rêves aussi impossibles que... »
Nouvel arrêt, qui coûta la vie au second terme de la comparaison. Un coupé électrique, comme il en existait à cette époque pour les voitures de ville, remontant la rue de la Sorbonne, dans un silence de luxe, venait de stopper devant eux. Ils suivaient, à allure lente, deux jeunes femmes d'une classe sociale très différente de Vévé ou d'Augustin, et qui s'attardaient à respirer l'arôme des rues pour elles peu connues. Elles s'étaient arrêtées avec une élégance paresseuse, comme elles eussent pu faire dans une cité italienne, un soir de tourisme heureux. Un valet de pieds bleu foncé sauta du siège, maintint la portière, statut de l'attente. Elles hésitaient à monter. Vévé fixait une torsade de cheveux blonds qui plongeait dans l'écharpe de fourrure jetée sur une épaule. Augustin, d'un mouvement prudent et lent, se dissimula derrière lui. La voiture absorba les promeneuses, les fourrures, la grâce des torsades et celle de l'indécision. L'une des jeunes femmes avait tourné vers Augustin un profil qui, arrêtant une seconde sa marche et son cœur, s'était enfoncé en lui comme une pierre sous de lourdes eaux. « Qui est-ce ? Tu les connais ?» demanda Vévé de sa même voix sourde, cessant pour un temps ses effets lyriques. L'idée qu'Augustin n'avait peut-être pas désiré d'être vu en sa compagnie l'effleura sans entrée. « Madame Desgrès des Sablons, et sans doute une de ses parentes, dit Augustin du ton le plus froid. C'est la deuxième fois que je vois ce coupé avec les mêmes occupantes passer rue de la Sorbonne. Ces dames ont le droit d'avoir des goûts littéraires. » Puis d'une voix plus calme, « Où en est ta vie ?» Vévé expliqua qu'il avait hérité d'une petite rente à la mort d'une vieille tante, dans les 1000 francs, quelque chose comme ça. Il poursuivait sa licence, il serait reçu, peut-être. Puis il préparerait son agrégation. Il ne serait pas reçu. Jamais. La dureté des jours lui faisait mal. Il écrivait. Il aurait toujours le temps de demander un collège de province, quand le rêve ne lui tiendrait plus lieu d'univers. Son regard s'en allait du côté où le coupé avait disparu. Elles sont loin, déjà. Augustin railla. Plus loin que tout à l'heure ? Un omnibus passa où ils lurent « Place Courcelles ». Je monterais volontiers là. Et puis, rien. J'humerais sur cette impériale les joies du monde où elles vont. J'y serais magnifique, ou très humble, peu importe. Ces mêmes cœurs sous deux habits, comme l'autre fois. Augustin l'épia curieusement. Quelle autre fois ? Celle où je les ai vus, c'était une heure plus tardive et un autre omnibus. Elles m'ont parlé en vers tout le long du doux chemin. Toute la nuit était blonde et pleine d'un chaud luxe ironique. Il recommençait de parler littérature. Augustin comprit que l'émotion se perdait dans les sables. D'ailleurs, il redevint sincère, changea de thème. Un collège de province, très loin. Ils marchèrent sans se parler quelques minutes. Puis Vévé s'émut en pensant aux platanes qu'il y aurait entre la gare et la sous-préfecture. Les deux fenêtres de son logis aspecteraient les soirs de province, les soirs les plus beaux. Au fond, je ne puis dépeindre que cela. Alors va-t'en là-bas et écris-y ton œuvre. Je ne puis dépeindre que la province, mais je ne puis le faire qu'à Paris. Le monde extérieur, prends garde, Vévé, dit Augustin en le tirant brusquement en arrière. Symbole du monde extérieur, un camion au grand trot frôla de justesse sa pèlerine longue, la souilla debout. Un gauche coup de rein qui redressa son corps jeta sur le trottoir son chapeau fidèle et flétri. Vévé souffla avec ingénuité, avant de ressouder les morceaux coupés de son lyrisme. La gaieté de 6 heures du soir ronflait et gazouillait à la fois dans sa banalité ardente.
Tous respiraient l'enivrement de jeunesse que chacun croyait qu'avait son voisin, ou au niveau duquel il s'efforçait de s'exalter. Ils montèrent par la rue Cujas. Un singulier et très rapide changement passa sur l'âme d'Augustin. Il tenta avec effort et lassitude de découvrir ses racines. Non, ce n'étaient pas les promeneuses aux fourrures. Elles n'avaient fait que transformer des amertumes antérieures, par le contraste avec ce que la vie renferme de beauté, si l'on veut sortir de la métaphysique religieuse et s'abandonner au cours radieux et naturel des minutes. C'était appétit de la liberté, lassitude des éternels contrôles, goût de la fantaisie, si humble fut-elle et si folle, comme de courir après des rêves sur une impériale d'omnibus Courcelles-Panthéon. C'est de ce côté qu'il devait chercher. Il savourait la possibilité de grandes brises sur son visage. Vathon expliqua ses projets. Il fallait écrire. Vers, prose, peu importait. Le lyrisme domine cette dualité. Des choses simples, si simples, nettoyées, dévêtues d'art, raclées de peinture. Dévêtez vos sujets et pesez-les tout nus. C'est la seule chance pour que la masse de l'univers s'inscrive sur la feuille des pesées. Mais il est à la portée de tout le monde de souhaiter les résultats. Le véritable apport de Vathon, c'était la préparation d'âme d'où sortirait cette réussite. Il expliquait un projet de vie ascétique et général, comportant l'union avec le cœur inétendu et religieux des choses et le mépris de leur épaisseur. En somme, VV, tu veux être un saint pour que le génie te soit donné par surcroît. Peut-être. La rue Soufflot tranchait net le demi-silence des chaussées obscures, parallèle au boulevard Saint-Michel. Au bas de cet espace découvert, les grands cafés d'angle se faisaient concurrence, mais leur lumière, renonçant à toute rivalité, se fondait dans le même jaune doré. Tels deux rangs d'enfants sur la double plage d'un bras de mer étale, les inépuisables livres d'occasion bordaient deux rectilignes rivages. De vieux commis maternels, les remportant dans leurs bras, les brossaient, les torchaient, les menaient coucher pour la nuit. Tous ceux qui depuis 80 ans avaient passé là, les ratés, les triomphants, les glorieux, les médiocres. Tous ceux qui avaient erré, comme eux deux ce soir, au cœur du quartier latin lui faisaient signe. Augustin recueillait de fraternels regards de ce troupeau des ombres. Depuis plus longtemps encore, si l'on comptait bien. Sa remontée s'arrêtait à ces années 1820, sans grande raison. Parce qu'elles étaient pleines de romanesque. Parce qu'en un chapitre de Fantine, des étudiants aux noms méridionaux font, aux environs de cette date, leur dernière poussée de vive gaieté, avant de s'enfoncer dans la double médiocrité de leur province et de leur vie. Semblable à son compagnon de ce soir, des auteurs de méthodologie pour bien penser, et de formules pour bien rêver, et de programmes pour bien écrire, avaient déversé là ces confidences de leurs projets ou de leurs désirs, ou de leurs plans pour réformer le monde. Leur reflux laissait cette écume de livres et de littérature. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.